Ok, voilà. Dans cette format, que je divise en trois parties, on va au début aborder un peu l'histoire de l'IA, ce qui nous permet de voir beaucoup d'exemples concrets de qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec une IA. Ensuite, on va voir comment fonctionne le réseau le plus classique, le multiperceptron, donc l'aspect mathématique et avoir un peu d'intuition dessus. Et à la fin, on verra que l'IA, ça résout beaucoup de trucs, c'est très puissant, mais ça a quand même quelques problèmes d'ordre technique, mais aussi sociaux et environnementaux. Ok, bon alors l'histoire de l'IA. Je commence par une petite anecdote. En 1770, il y a un marchand hongrois qui se balade un peu dans toutes les cours d'Europe et qui prétend avoir construit une machine capable de battre n'importe quel homme aux échecs. Donc cette machine, ça serait le Turc mécanique. Et pour l'anecdote, elle bat vraiment elle bat de grandes personnes, enfin, des personnes très connues du style Napoléon qui se fait complètement écraser. Bon. Et les gens y croient, ils pensent vraiment que c'est possible. Malheureusement, 50 ans plus tard, en 1820, on se rend compte qu'en fait, c'était complètement faux et qu'il y avait juste un joueur d'échecs très fort qui était caché dans la boîte et qui jouait à la place de la machine. Bon. Tout ça pour dire que dès 1800, on se dit que quand même une machine qui a des capacités entre guillemets surhumaines, c'est possible. C'est pas techniquement faisable, mais ça pourrait exister. Sinon, l'IA, ça commence vraiment en 1950 avec Alan Turing qui publie un article très important intitulé «Les machines peuvent-elles penser?». Dans cet article, il expose pour la première fois le fameux test de Turing qui consiste à faire discuter un humain avec un interlocuteur et l'humain doit déterminer si la personne avec qui il discute, par clavier interposé, est une machine ou un humain. Et s'il discute avec une machine et qu'il n'arrive pas à voir que c'est une machine, on pourra dire que la machine est entre guillemets intelligente. Donc ça, c'est l'article fondateur de l'IA. Et ce qui va lancer vraiment la recherche, c'est 6 ans plus tard, la conférence de Dartmouth, qui est tenue par Marvin Minsky et John McCarthy. Donc ça, c'est les deux grands chercheurs qui fondent l'IA. Et c'est dans cette conférence qu'on introduit pour la première fois le terme intelligence artificielle. Ensuite, on a des recherches. En 1965, on arrive à faire des systèmes de réseaux de neurones en couches. On verra pourquoi faire des systèmes de réseaux de neurones en couches, c'est intéressant par la suite. Et on fait également des progrès en robotique, puisqu'il y a le premier robot humanoïde, enfin, qui ne ressemble pas trop à un humain, mais dans l'idée, qui, apparaît en 1973. Et ce qui caractérise cette période, c'est vraiment une très grande période d'optimisme. Les chercheurs, ils pensent vraiment que ça va être révolutionnaire et qu'on va avoir des IA qui seront très performantes, voire aussi performantes que des humains, très très rapidement. Par exemple, en 1965, donc, Monsieur Simon qui dit qu'on aura d'ici 20 ans des IA capables de faire tout ce que l'homme peut faire. Bon, on n'y est même pas encore aujourd'hui. Donc pour l'époque, c'était dire que c'était ambitieux comme affirmation. Pareil, en 70, Marvin Minsky, c'est quand même l'un des deux qui a fondé l'IA, donc il connaît son sujet. Mais il pensait quand même qu'en quelques années, on pourra avoir des IA aussi performantes aussi intelligentes que des êtres humains, ce qui n'est pas le cas. Bon. Le problème, c'est que avant de donner autant d'optimisme, ça va inciter les gouvernements à faire des financements. Et jusqu'en 1974, au moment où les gouvernements se rendent compte que ils ont un peu financé du vent. On leur a promis des IA aussi performantes que des humains en quelques années. Et en 74, on se dit, elles sont où mes IA très performantes? Il n'y en a pas. Ce qui fait que les gouvernements, ils arrêtent complètement de financer. Donc ça, c'est le premier hiver de l'IA. Et ce qui fait qu'on bloque, qu'on n'arrive pas à aller plus loin, à faire de plus gros progrès, c'est premièrement qu'on a une puissance de calcul qui est limitée. Donc, vous savez, les ordinateurs des années 70-80, ils sont moins puissants que nos téléphones actuels. Donc, pour faire tourner des algorithmes très performants, c'est pas possible. En plus, c'est couplé à l'explosion combinatoire. Imaginez que vous voulez faire une IA qui soit très performante au jeu d'échecs. Bah, vous doutez que plus vous calculez de coups à l'avance, plus fort ça sera. Sauf que le problème, c'est que pour calculer un coup à l'avance, il y a environ 20 à 30 possibilités. Si vous les calculez 10 coups à l'avance, ça fait 20 à 30 puissance 10. C'est absolument énorme et aucune machine, en tout cas de l'époque, pouvait calculer autant de possibilités. Ensuite, la plupart du temps, on a besoin de données. Bon, à l'époque, on n'a pas les bases de données.
Aujourd'hui, vous pouvez trouver des bases de données sur tout et n'importe quoi. Vous allez sur le site internet, vous avez des données en vrac, data.gouv, il y a vraiment des sites comme ça. Bon, à l'époque, on n'a pas de base de données et même si on avait l'idée de créer ces bases de données, on n'aurait pas de disque dur ni rien pour les stocker. Donc, c'était complètement impossible. Bon, et ce qui a fait le plus mal à l'IA, c'est le paradoxe de Moravec. Ce paradoxe, il dit que des tâches très compliquées pour l'être humain, du style multiplier deux nombres de 10 chiffres chacun, donc ça, bah, si je vous demande de tête, ça va être compliqué pour vous. Par contre, pour un algorithme, c'est très simple, il le fait en une fraction de seconde. En revanche, si on demande à un algorithme de reconnaître des visages, bah là, il ne va pas du tout réussir. Alors que vous faites ça vraiment tout le temps sans même vous en rendre compte. Donc, toutes les capacités que les humains ont peuvent être plus lentes qu'un homme. C'est très compliqué. Donc, ça coupe les investissements. Mais ça se relance quand même au début des années 80 avec l'arrivée des systèmes experts. Donc, ces systèmes, ce sont des machines à qui on leur donne des données et on leur donne des règles, des modèles, c'est-à-dire des règles logiques. On lui explique comment combiner ces données afin d'avoir son résultat. Donc ça, c'est pratique parce que c'est plutôt efficace et surtout, on comprend ce que la machine fait. Et au début des années 80, il y a énormément d'investissements au Japon, d'entreprises japonaises qui font de la recherche là-dedans. Et donc, bah, tous les autres pays, pour pas être à la ramasse, ils suivent. Ils investissent aussi. Donc ça relance la recherche. On fait quelques progrès, mais ça, je ne vais pas détailler. En 87, rebelote, second hiver de l'IA, les investissements sont coupés. Cette fois-ci, ce n'est pas les gouvernements qui arrêtent de financer, c'est les entreprises. Parce que les entreprises, elles veulent que leur IA, ça soit rentable économiquement, essentiellement. Sauf que le problème, c'est que les systèmes experts, ils sont extrêmement chers. Et surtout, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était beaucoup moins cher de le faire par des humains. Donc, d'un point de vue économique, ça ne tient pas. Mais aussi, ils ne sont pas assez fiables. C'est-à-dire qu'ils marchent bien si vous leur donnez des valeurs typiques, dans un intervalle de données habituel. Mais dès qu'il y aura une valeur qui sort un peu de l'ordinaire, il ne saura pas quoi faire et il va répondre complètement n'importe quoi. Donc, ce n'est pas assez fiable. Et surtout, c'est trop spécifique. Vous pouvez leur faire faire une tâche en particulier, mais vous n'arriverez pas à généraliser à d'autres domaines. Donc les entreprises disent: «Ça ne sert à rien, on va faire ça par des humains, ça nous coûtera moins cher». Donc il n'y a plus d'investissement. Mais on fait quand même quelques progrès dans cette période, notamment auprès des CNN, qui sont des réseaux de neurones particulièrement efficaces pour traiter des images et dont il y aura une formation demain et la semaine pro, si vous voulez. Bon, sinon, ça reprend jusqu'à présent, à partir de 93, qui est l'avènement et le retour de l'IA. Bon, ce qui marque le retour de l'IA sur le devant de la scène, aux yeux du public, en tout cas, c'est en 97, Deep Blue qui bat Garry Kasparov. Donc ça, c'est vraiment une révolution, en tout cas pour l'opinion publique, c'est un choc parce que le jeu d'échecs, c'est vraiment ce qui est considéré comme étant le plus fort de l'intelligence humaine. Donc se faire battre par une machine sur ce jeu, certains ont trouvé ça un peu humiliant. Et Deep Blue, ça résout l'un des problèmes qu'on avait eu, parce que c'est un monstre des calculs. Donc, les progrès de l'informatique ont permis de faire des progrès en intelligence artificielle. Chaque seconde, Deep Blue il calcule 50 millions de possibilités. Donc, ce qu'un humain n'est absolument pas capable de faire, mais un humain compense en cherchant, en ayant une intuition de quel coup regarder. Mais on ne peut pas rivaliser avec une puissance de calcul aussi énorme, et donc Garry Kasparov perd en 97. 10 ans plus tard, on fait également des progrès dans la reconnaissance vocale avec Siri, donc qui à l'époque n'est pas terrible, mais c'est quand même une avancée. En 2009, on a le lancement du challenge ImageNet. Donc ça, ce challenge va agir un peu comme un catalyseur de la recherche scientifique. Parce que c'est une base de données avec 10 millions d'images qui représentent 10 000 classes, c'est-à-dire par exemple des chiens, des chats, des dauphins. Et à chaque image est associée ce que représente l'image. Et le but, ça va être de construire des algorithmes qui reconnaissent ce qu'il y a sur l'image. Si on lui donne une image d'un chien, le but, c'est qu'il nous donne à la sortie: «C'est un chien». Bon, et ça, ce qui est pratique, c'est que ce dataset, il est disponible pour tous les chercheurs. Et donc avant, là où les chercheurs ne pouvaient pas vraiment comparer leurs algorithmes les uns aux autres, maintenant ils ont une base de données unifiée et c'est celui qui fait la meilleure précision dessus, qui sera le plus fort, on va dire. Et ça va permettre de comparer les algorithmes. Donc ça agit vraiment comme un catalyseur pour la recherche.
Et on continue, on va faire des progrès dans la reconnaissance vocale avec Jeopardy qui gagne, avec Watson qui gagne au Jeopardy, qui est un jeu anglais du style question pour un champion. Et à partir de 2011, c'est vraiment l'IA contemporaine. En 2012, on fait un progrès assez important sur ImageNet, puisque en 2011, la précision était d'environ 75%, et en une seule année, on gagne 10%. Il y a un réseau de neurones, AlexNet, qui atteint une précision de 85%. Ces découvertes vont être utilisées dans l'industrie seulement 2 ans plus tard, en 2014, par Facebook, qui développe un algorithme de reconnaissance faciale précis à 97%. Bon. En 2016, on a premièrement Eva, qui est la musique que vous avez entendue au début. Donc ça, c'est plutôt fort parce que sur une musique, le but, c'est d'être cohérent sur la durée, pendant 2-3 minutes, voire plus. Et souvent, ce qui fait défaut au réseau de neurones, c'est qu'ils n'arrivent pas à se souvenir de ce qui s'est passé il y a un peu de temps. Ils n'ont pas de mémoire. Et donc là, on a réussi à faire de la musique, ce qui montre qu'on s'est amélioré quand même d'un point de vue de mémoire. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on a réussi à développer une intelligence artificielle, AlphaGo, qui bat le champion du monde de Go, qui est Lee Sedol en 2016. Et ça, c'était vraiment très, très impressionnant pour l'époque, parce que ça agit, d'un point de vue de la communauté scientifique, un peu comme ce qu'a fait Deep Blue en 97 pour l'opinion publique. Parce qu'on ne pensait pas que c'était possible avant au moins 5 ou 10 ans. Donc, par exemple, on ne pensait pas que ça arriverait avant maintenant, par exemple, à peu près. Et pourquoi on pensait ça? C'est parce que là où aux échecs, il y a 20 possibilités, 20-30 possibilités par coup, au Go, c'est plutôt 250-300 possibilités par coup. Donc, énumérer toutes les possibilités, même avec la puissance de calcul disponible à l'époque, en 2016 et même maintenant, c'est complètement impossible. Et ça va être un changement de paradigme qui va résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on va développer, entre guillemets, une intuition à notre réseau de neurones qui lui permet de calculer seulement, entre guillemets, 50 000 coups par seconde. Donc on fait, avec beaucoup moins de coups, on fait beaucoup mieux. Et c'est comme ça qu'on bat le champion du monde en 2007. On a quelques autres exemples. On a un livre qui est traduit pour la première fois, entièrement par une intelligence artificielle. Donc, comme par hasard, c'est un livre sur l'IA. Et on a également un tableau généré par une intelligence artificielle qui se vend aux enchères pour 430 000 $. Donc, si vous voulez faire de l'art, bon, maintenant c'est moins impressionnant et vous n'arriverez pas à le vendre, mais c'est pas très grave. Et bon, sinon, passons là-dessus. Je voulais revenir sur AlphaGo. AlphaGo, c'est fait par DeepMind en 2016. Et à l'époque, pour entraîner AlphaGo, on a besoin de 3 grands aspects de notre IA. D'abord, on doit lui fournir des données faites par des grands joueurs humains. Donc, on lui donne une base de données de coups, de parties jouées par des humains, qui est de bon niveau. Comme ça, elle peut s'inspirer et partir de là-dessus. Aussi, on lui donne du domain knowledge, c'est-à-dire qu'on lui explique les stratégies de base. On lui dit, là, si tu places telle pierre à cet endroit-là sur le plateau en début de partie, c'est bien, tu devrais faire ça. Vraiment des stratégies assez basiques, même plus avancées. Comme ça, elle combine ça avec ce qu'elle a compris chez les humains et elle va pouvoir s'entraîner. Et aussi, on lui explique les règles. Bon, ça paraît évident. Quand vous jouez à un jeu, vous aimez bien quand même qu'on vous explique les règles. Mais vous allez voir que c'est pas si simple. L'année suivante, on arrive à se passer des 2 premiers aspects avec AlphaGo 0. C'est-à-dire que c'est une IA qui est encore meilleure qu'AlphaGo et qu'on a entraîné de base. C'est-à-dire qu'on lui a juste expliqué les jeux du Go, les règles du jeu de Go, et elle a fait énormément de parties contre elle-même, et elle a compris les coups qui fonctionnaient bien et les coups qui fonctionnaient moins bien. Et comme ça, sans avoir vu aucune partie jouée par des joueurs humains, et sans connaître les stratégies de base, et AlphaGo 0 a réussi à devenir surhumaine sur le Go. En 2018, on arrive à généraliser ça aux échecs et au shogi. Shogi, c'est un jeu du style les échecs, et avec un seul algorithme. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est vraiment en 2020, avec Mu0, qui, étant encore une fois au jeu Atari, donc il y a 57 petits jeux avec un écran, mais surtout, on arrive à se passer de la connaissance des règles. Donc, c'est-à-dire qu'on ne lui explique pas les règles du jeu, et comme on ne lui explique pas les règles du jeu, on ne lui donne même pas de représentation du jeu. C'est-à-dire que quand on a des règles du jeu,
c'est comme si aux échecs, vous aviez un plateau à côté, où vous pouvez jouer vos coups. Donc, ça vous donne un moyen de vous représenter physiquement le plateau d'échecs, et pas mentalement, comme ce que vous devez faire quand vous calculez en avance. Bon, bah, du coup, ça, c'est ce qu'on a réussi à reproduire. Et aux échecs, bon, c'est pas très grave, parce qu'on sait programmer une représentation informatique d'un plateau d'échecs. Mais il y a des domaines, si vous faites un bras robotique, humanoïde, ou vous faites des robots très complexes, coder toute la représentation de chaque état de votre robot, c'est pas possible. Et donc, c'est bien que votre IA, elle puisse se faire une représentation mentale elle-même. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à faire en 2020. Sinon, bon, donc là, on a vu pas mal les jeux, mais il y a aussi le traitement du langage qui est important en IA. Et en 2020 est sorti GPT-3, qui est vraiment le modèle de langage le plus abouti qui est disponible. Depuis, on a fait un petit peu mieux, mais pas énormément. GPT-3, c'est un algorithme qui est monstrueux. Il a des milliards de paramètres et qui parle, entre guillemets, parle extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il est capable de vous raconter des histoires, de tenir une conversation, et de manière très efficace. Par exemple, des journalistes du Guardian lui ont demandé en 2020 d'écrire un article sur un sujet qui était imposé, enfin, est-ce que les robots sont gentils, par exemple. Et ils lui ont fait passer les mêmes tests mêmes tests de revue des articles que ce qui est donné aux journalistes. Et il les a passés. De même, on peut utiliser GPT-3 pour générer des conversations dans un jeu. C'est-à-dire que vous allez vous baladez dans votre jeu, vous croisez un personnage qui est sur le côté, et vous lui faites: «Et toi, où est-ce que tu vas?» Et donc le personnage va vous répondre: «Ah tiens, je vais à la mairie, c'est à droite, à 100 mètres. Par exemple. Ou alors vous allez voir un marchand et vous lui faites: «Et qu'est-ce que tu vends?» Et là, il va vous dire: «Ah, je vends des hot dogs, 3 types de hot dogs, enfin 3 sauces, enfin n'importe quoi». Bon, et ce qui est impressionnant, c'est que du coup, bah, vu que c'est vous qui parlez, ça n'a pas été scripté, donc il faut trouver une réponse adéquate assez rapidement. Et la voix même du personnage a été créée par une IA. Donc ce personnage est complètement créé par une IA. Bon, et sinon, si un jour vous avez des difficultés en Python, et même dans d'autres langages, il y a GPT-3 est capable de coder un petit peu en Python. Vous lui expliquez ce que doit faire votre fonction, et normalement ça passe, si la fonction n'est pas trop compliquée. Bon, et là je vous ai parlé un peu de GPT-3, je vous ai dit que GPT-3 était très fort. Et la question, moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, c'est: est-ce que GPT-3 passerait un test de Turing? Alors, on peut se demander, parce qu'elle est capable de tenir une conversation, quand même, c'est plutôt bien. Bon, bah, si je choisis GPT-3, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, on a un accès sur internet à GPT-3, il suffit de se créer un compte. Et ce que je vous propose, c'est de tester. Donc, je vais demander à Polo qui va venir écrire. Si ça marche. Donc là, vous pouvez en fait discuter avec GPT-3. Et le but, ce qui serait bien, c'est de montrer que GPT-3 passe pas le test de Turing. Bon, on ne peut pas le faire dans des conditions optimales, c'est-à-dire comme ça a été proposé par Turing en 1950, mais l'objectif, ça va être de poser une question à GPT-3 ou lui demander quelque chose et dont sa réponse montre que c'est une IA. C'est-à-dire que bah, si vous lui demandez quel jour on est et qu'il vous répond la bonne date ou même une autre date, bah, ça peut être une réponse humaine, quoi. Si vous lui demandez quel jour on est et qu'il vous répond: «Je suis un éléphant», bon, bah, vous pouvez vous dire: «OK, j'ai des doutes sur avec qui je discute, quoi». Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est en anglais, donc si vous voulez, Polo, il pourra traduire, mais si vous le donnez en anglais, il sera content. Des phrases Ouais, n'importe qui quoi. essaient de le faire passer pour un robot. Vous pouvez demander n'importe quoi, hein, des questions, lui demander de générer un texte. Ouais, Quel est ton premier souvenir? voilà. Ouais, Polo, tu respectes pas les consignes, hein, mais et après, il faut que tu passes une ligne et que tu fasses submit. Il est où ton point d'interrogation? Ah, il est là, je pense, un ordinateur chez lui. Là, Submit. bon, bah ça, du coup, par exemple, ça pourrait être dit par lui. Donc, ça marche pas. Que quelqu'un ait une autre idée. N'importe quoi, hein, c'est pas.
Est-ce qu'on peut ouvrir ça Il faut que tu crées un compte, ça prend un peu. Ouais, je pense que t'en as pour 5 minutes. Hein. Faut demander l'accès. Non, pas pour GPT-3. Ça dépend en fait des IA, il y en a d'autres, il faut demander un accès. Ça peut prendre du temps. Normalement, celle-là, c'est bon. Si tu veux. Ouais, vas-y. What are your feelings? Et après, vous pouvez. Right now. Après, ce que vous pouvez aussi, si on n'efface pas la conversation, on peut poser des questions par rapport à sa réponse. Hein, pour voir si elle se souvient de ce qu'elle raconte. Ça peut être une idée, par exemple, si elle te dit quelque chose et vous pose des questions, au fur et à mesure, elle répond. Elle se contredit elle-même. Pas très bavarde des fois, mais. On peut continuer. Hein. Ouais. On peut lui demander son nom? Voilà. On voit ça. Ouais, c'est des phrases qui ont. Qui me semble. Ça peut être dit par son nom. Son Du nom, coup, efface, ça va pas être rapport. Mais... D'abord, c'est répondre GPT-3, il est très mauvais. What's your family name? Et après, what's the family name of your father? Or something like that. Peut-être essayer de la coincer comme ça. C'est ouais. Peut-être qu'ils ont changé de nom de famille. Hein. Ouais, maintenant. Pas très original. Hein. Elle a compris qu'il fallait se fondre dans la masse. Hein. Let's go! Assez spécieux. Hein. Voilà. Il a pris le nom de sa mère, c'est pour ça. Ouais. Bon, en vrai, on pourrait dire qu'ils ont changé de nom. Hein. C'est encore. C'est vrai. Comment était ta journée? Ouais. Mais c'est pas mal. Déjà, tu peux le dire, c'est suspect. Ouais. On peut enchaîner. Je pose une question et après on répète la même question, idéalement. Et c'est quoi les résultats? Bah, testons, hein. Peut-être. Ça dépend de ça. La température. Ouais. En gros, là, la température, on l'a mis à 0. Comme ça, normalement, à la même question, enfin, si vous mettez les mêmes entrées, elle va répondre tout le temps à la même chose. Si je refais, il va refaire la même chose. Parce qu'en fait, j'en ai besoin pour faire la démonstration de quelles questions il faut poser. Elle répond pas à quelque chose que c'est pas vrai. Quoi. Par contre, là, du coup, si je booste la température et que je refais ça, il y a des chances qu'il mette quelque chose. Donc là, normalement, il y a des chances. Ouais, tu vas mettre un truc légère nature. Ouais. Des fois, c'est quand même plus visible. Bon. Quelqu'un a une autre idée? Et la dernière fois, ils l'ont fait péter un câble. Hein, donc, Ah oui, ouais. et ils commencent à écrire des paragraphes et des paragraphes, à se poser lui-même des questions et à exploser. Des fois, elle pète un câble, hein, c'est possible. Quelqu'un a d'autre une idée? Bon. Du coup, là, on n'est pas sûr, mais il y a quand même un bon début. Du coup, tu connais. Donc, en fait, la technique, c'est de lui poser une question qui n'a aucun sens. Ou sinon, where do you live and what is your nationality? Non, t'inquiète, elle va dire n'importe quoi. Température, elle va te répondre un truc. Comme ça. Normalement, j'ai pas foiré ma démission. Donc, la technique, voilà. La technique, c'est de lui poser des questions qui n'ont aucun sens. Et là où un humain vous dira, c'est un malade mental, GPT-3 va essayer de forcer une réponse. Et une réponse qui n'a pas de sens. Hein, ton pied a deux yeux, ça ne va pas. Donc, c'est un peu la technique. Si jamais un jour vous avez un doute, hein, avec qui vous discutez par clavier interposé, vous pouvez toujours. C'est fou. Vous pouvez toujours tester. Ok. Sinon, fait par la même entreprise récemment, puisque c'est l'année dernière, DALL-E 2. Vous avez peut-être entendu parler. C'est une IA qui est, entre guillemets, une suite GPT-3. C'est-à-dire que vous allez lui fournir un texte, mais si le but, c'est pas qu'elle vous réponde, c'est qu'elle vous crée une image associée à votre texte. Par exemple, vous lui décrivez une image, un astronaute qui joue au basket avec des chats dans l'espace, ça vous sort ça. Il est quand même vachement bien fait. Pareil, vous faites des ours en peluche qui travaillent sous l'eau,
Voilà, ça donne ça, quoi. Donc c'est quand même très efficace. Et ça a d'autres fonctionnalités, comme l'image edition. Et ça peut être plutôt utile. Par exemple, vous vous dites chez vous, ah tiens, j'aimerais bien mettre un canapé dans mon salon. Donc, vous prenez une photo de votre salon, bon, qui apparemment est vide, et vous vous demandez qu'est-ce que ferait un canapé dedans. Et bah, ça va vous ajouter de manière très réaliste un canapé dans votre salon. Voilà. Donc si vous voulez, à la fin, j'ai un accès à DALL-E 2 qui, ce coup-ci, il y a une liste d'attente, et vous pourrez tester. Bon, ça prend un peu de temps, monsieur. On passe. Bon. Et donc là, jusqu'à maintenant, je vous ai quand même montré beaucoup d'applications qui sont plutôt fun, des jeux vidéo, des choses comme ça. GPT-3 envoie les applications concrètes. Des fois, ça peut être plus difficile dans d'autres domaines. Mais en fait, l'IA, ça a des applications vraiment partout en industrie et également en sciences. En 2020, il y a AlphaFold 2 qui est sorti, qui est une IA qui résout, entre guillemets, obtient de très bons résultats sur le problème de repliement de protéines. Donc ça, c'est un problème qui est très important, notamment en pharmacie, parce que les propriétés chimiques d'une molécule vont être déterminées par sa forme spatiale. Et le problème, c'est qu'une molécule, on retrouve assez facilement sa composition chimique. Donc, c'est combien d'atomes de carbone, d'hydrogène elle contient. Par contre, on trouve très difficilement sa configuration spatiale à partir de cette seule information. Et donc ça, ce que fait AlphaFold, c'est qu'on lui donne la séquence des acides aminés de la molécule, et elle nous donne la configuration spatiale. Et à partir de là, c'est très facile de déduire les propriétés chimiques. Bon, bah ça, c'est hyper intéressant, notamment en pharmacie, pour créer des médicaments qui vont se fixer sur des neurorécepteurs, des choses comme ça. Et donc, on voit par exemple que jusqu'en 2016, les scientifiques est bloqué à 40% de précision, bon, c'est-à-dire pas terrible. En AlphaFold 1 a fait près de 60%, AlphaFold 2 en 2020 a fait plus de 80%. Donc, on considère déjà que c'est énorme et que ça résout en grande partie le problème. Et les résultats d'AlphaFold 3 devraient sortir en décembre. Donc ça, c'est déjà utilisé par beaucoup de personnes dans l'industrie. Et ça change vraiment énormément de choses. Parce que trouver la configuration spatiale d'une protéine, ça peut prendre des années. Et là, AlphaFold 2 la donne pour près d'1 million de molécules quasiment instantanément. Bon, on peut faire des maths aussi avec l'IA. Donc là, c'est des étudiants d'université américaine qui ont créé une IA qui fait des conjectures mathématiques. Donc le but, c'est de trouver des relations entre des nombres comme E, pi, et des fractions infinies. Ce qui est drôle, c'est que celle-là, on ne la connaissait pas, cette relation. Mais on a réussi à démontrer qu'elle était vraie. Donc, quand même, elle fait des conjectures qui sont plutôt pas mal. Bon, bien sûr, elle fait des conjectures aussi qu'on connaissait déjà. Et elle a fait aussi cette conjecture, par exemple. On ne sait pas si c'est vrai. En fait, ça se trouve, c'est vrai. Ça se trouve, ça l'est pas. Je vous invite à chercher hein, si vous vous ennuyez un peu. Bon. Et également, en février 2022, DeepMind, bon, encore eux, ils ont créé une IA qui permet de contrôler le plasma dans les réacteurs à fusion nucléaire. Donc ça, c'est assez difficile parce que modéliser le plasma, c'est des grosses équations, quoi. Et c'est un enfer. Et le simuler, c'est très difficile également. Et le problème, c'est que on doit placer plein d'aimants autour de la chambre du réacteur, de manière à contrôler la forme du plasma, qui ne touche pas les bords. Bon, je ne connais pas très bien le sujet, quoi. Mais le but, c'est de contrôler la forme du plasma. Et le problème, c'est que si on change un peu la configuration des aimants, ça peut avoir des effets assez importants sur la stabilité du plasma, et donc faire que votre réacteur à fusion, il ne produit pas beaucoup d'énergie, ou en tout cas moins que ce qu'il pourrait. Et donc, ça, c'est ce que propose cette IA, qui donne un placement optimal des aimants autour de la chambre, de manière à contrôler la forme du plasma. Donc ça, bah, on voit assez rapidement les applications pour la production d'énergie. Donc vous savez qu'il y a énormément de recherches sur la fusion nucléaire. Donc ça peut aider par exemple. Donc là, j'ai terminé sur la partie plutôt histoire et application concrète de l'IA. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie? Non? Ok. Passons à la suite. Ok. On va attaquer la partie un peu plus technique, qui consiste à voir comment fonctionne un réseau de neurones. Bon, mais avant ça, quand même quelques définitions. Depuis tout à l'heure, je vous parle de l'IA. Mais je n'ai pas défini. Bon, c'est pas terrible. Bon, alors une définition possible, elle est donnée par Marvin Minsky,
il dit science qui consiste à faire faire aux machines ce que l'homme ferait moyennant une certaine intelligence. Bon, c'est plutôt bien, à condition qu'on définisse intelligence. Parce qu'on a un peu reporté le problème. Et c'est pas facile. Parce que, en fait, il y a plein de scientifiques qui ont tenté de donner une définition de l'intelligence, du style Darwin. Il dit c'est ce qui permet la survie de l'individu le plus apte. Donc, bon, Darwin, très branché survie, et il se rapporte un peu à ça. Bon, sinon, il y a Edison, qui dit que l'intelligence, c'est ce qui fait que cela fonctionne. On n'est pas beaucoup avancé. Lorenz, il nous donne une propriété, hein. Donc on n'est pas très avancé. C'est collectif et ça émerge du collectif. Bon, ce qu'on utilise en IA, on va utiliser en fait la définition de Turing, qui dit qu'une machine est intelligente si elle passe le test de Turing. Donc ça, c'est ce qu'on utilise. Mais histoire de vous dire que vraiment les définitions en IA, en sciences cognitives du style intelligence, c'est pas facile du tout et ça peut poser quelquefois des problèmes. Et il y a plusieurs moyens d'approcher l'IA aussi. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé des systèmes experts. Donc les systèmes experts, c'est les systèmes à qui on expliquait les règles de la logique. Donc cela, on s'attend en fait à ce que ce soit des agents, des machines rationnelles. Donc ça, c'est une des approches de l'IA, c'est des agents qui pensent rationnellement, les systèmes experts. Mais à l'opposé, quand on regarde la définition du test de Turing, le but, c'est pas d'être un système expert, c'est pas d'être ultra fort et de tout connaître. Le but, c'est de se faire passer pour un humain. Donc ça, c'est un peu l'opposé, ou des IA qui agissent comme des humains. Donc ici, on a plutôt les systèmes experts, et ici, on a plutôt les IA tels que l'entend Turing. Les deux sont utiles et les deux existent. Sinon, en intelligence artificielle, on peut la découper en deux grandes catégories. Donc une sera découpée également en trois catégories. Donc la première grande catégorie, c'est l'IA symbolique. Donc ça, c'est les systèmes experts. C'est vraiment ça. On leur explique les règles de la logique, prennent les entrées et les combinent, et ça donne un résultat. Mais sinon, une grosse partie de l'IA, c'est quand même, elle est contenue dans le machine learning. Donc le machine learning, c'est les IA qui apprennent, qui se basent sur des données, qui trouvent des liens entre les données et qui déduisent des choses à partir de ça. Et là-dedans, on a trois sous-catégories. On a l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que nos IA, on va lui donner des données, et chacune de ces données, on va lui expliquer ce que c'est. Donc typiquement des images, on lui dit, tiens, sur cette image, il y a un chien. Et sur une autre, il y a un chat. Et comme ça, on espère que si on lui donne une image d'un chien qu'elle n'a jamais vu, elle saura trouver ce qui constitue un chien. Donc, saura pouvoir regarder pour dire c'est un chien. On a l'apprentissage non supervisé. Donc là, on lui donne par exemple que des images. Et le but, c'est de trouver des liens entre nos données. Et enfin, on a l'apprentissage par renforcement. Donc là, c'est quand l'environnement il agit sur ce que fait notre intelligence artificielle. Typiquement, c'est les jeux du style échec. Donc, si on fait un coup, notre environnement, le plateau de jeu, il a changé. Donc, ça, c'est par renforcement. Et dans tout ça, on peut utiliser des réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones sont vraiment transverses à chacune des trois grandes catégories. Voilà, un peu de détail. Donc, l'apprentissage supervisé, donc, regarde, vous avez vos données, des images de chiens ou de chats, et qui sont associées à des labels. Donc, bon, informatiquement, on ne représente pas un chien par le label chien par une séquence de caractères. On le dit, un chien, par exemple, ça vaut 0, et un chat, ça vaut 1. Et le but, ça va être que notre algorithme, il dise 0 quand il voit un chien, et 1 quand il voit un chat. Et on espère que s'il a vu assez de chiens et de chats, et s'il est bien entraîné, quand on lui donnera une photo d'un chat qu'il n'a jamais vu, à la fin, il nous donnera chat. Il nous dira c'est un chat. L'apprentissage non supervisé, là, on ne donne que les images, et le but, ça va être de trouver des grandes catégories. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on a une souris, un lapin et des canards. On aimerait bien, par exemple, qu'il nous divise notre jeu de données en trois grandes catégories qui se ressemblent le plus. Donc, la catégorie des canards qui se ressemblent tous, donc plus ou moins, qui sont quand même assez éloignés des souris et des lapins. Et l'apprentissage par renforcement, donc, c'est quand notre agent, notre IA, il agit sur l'environnement et en retour, l'environnement est modifié et va agir sur notre agent. Donc, ça, c'est les jeux de société. Ouais. Juste par rapport à la slide d'avant, est-ce qu'on doit préciser le nombre de catégories ou est-ce que tout seul ou... Ça dépend en fait. Tu as les deux types d'algorithmes qui existent. Donc il y a des algorithmes où tu dois préciser le nombre.
plus efficace. Il y a des algorithmes où tu ne précises pas. Ok. Là, c'est plus difficile. Bon, ça, typiquement, c'est quand vous entraînez un peu un animal. S'il fait un truc bien, vous lui donnez une récompense. Comme ça, vous espérez qu'il associe la récompense avec faire l'action qui est bien. Comme ça, il va la reproduire. Bah, c'est typiquement ce qu'on fait en fait, en apprentissage par renforcement. Informatiquement, une récompense, c'est juste une fonction à maximiser. C'est pas la définir. C'est moins intéressant. Mais bon. Ok, donc quelques exemples. En supervisé, c'est quand on a des photos de chiens, chats et qu'on doit trouver qui est qui. En non supervisé, ça peut être assez typiquement des algorithmes de recommandation. YouTube, l'algorithme de recommandation, ce qu'il fait, c'est il dit par exemple, bon, bah, j'estime il y a 1000 utilisateurs 1000 types d'utilisateurs de YouTube. Et il y en a, et le but, ça serait de voir dans quelle catégorie vous êtes. Par exemple, il y en a, c'est des gens qui aiment bien regarder des vidéos scientifiques, d'autres des vidéos de jeux vidéo, d'autres des vidéos humoristiques. Et en classifiant comme ça, avec un nombre donné à l'avance, on va voir dans quelle catégorie vous êtes, et on va voir ce que les autres personnes de cette catégorie regardent. Et on va se dire, bah, si la plupart des autres personnes de ta catégorie regardent une vidéo, il y a de fortes chances que tu vas l'aimer. Donc, on va te la proposer. Et par renforcement, bah, c'est typiquement les jeux de société. Donc là, on joue un coup, ça modifie, on apprend. Si on perd la partie à la fin, on se dira, bon, il y a probablement un coup qui était mauvais au moins. Et si on a gagné, on se dira qu'on a plutôt bien fait. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette subdivision? Ok. Bon, revenons sur l'apprentissage supervisé parce que c'est ce qui va nous intéresser dans cette partie. Donc l'apprentissage supervisé, on a dit que c'est quand vous avez des images. Le but, c'est de trouver le lien entre l'image et son label associé, donc son étiquette, et de faire des inférences. C'est-à-dire que si on a des images qui sont inconnues, le but, c'est que notre algorithme arrive à généraliser et trouve ce qui caractérise nos images. Et dans le supervisé, on a deux grandes catégories. La première, c'est les tâches de régression. Donc là, par exemple, c'est vous de chercher une donnée assez quantitative sur votre image. Donc là, on a un chat. Et ce qu'on aimerait bien savoir, typiquement, c'est son âge. Donc, on veut qu'on donne cette image à notre réseau de neurones et il nous sorte un nombre entre 0 et l'âge maximal d'un chat et qui nous dise l'âge qui lui est associé. Bon, pour faire ça, on représente notre image par un vecteur. Donc, on n'a qu'à dire, bon, notre image, elle fait 900 par 1200. Donc, c'est 1200 fois 900. Et par 3, c'est parce qu'elle est en couleur. Donc, ça fait les images sont codées en rouge et vert bleu. Donc, chaque canot code l'intensité de chaque couleur. Donc, ça nous fait un vecteur de taille énorme qu'on utilise. Et à la fin, on cherche une donnée quantitative. L'âge du chat, par exemple. Donc, les tâches de régression, il y a deux moyens de le voir. Soit c'est des données quantitatives, soit c'est des données continues. C'est comme ça qu'on les voit. Et nous, ce qu'on cherche, c'est une fonction qui a notre vecteur d'entrée, qui est notre image, associe f de x, qui est l'âge du chat. En tout cas, l'âge estimé. Et notre but, ça va être qu'il soit le plus proche possible de l'âge réel. Donc pour ça, à chaque image de chat, on va associer son âge, de manière à ce qu'il s'entraîne et qu'il arrive à prédire assez efficacement l'âge. On peut également faire des tâches de classification. Donc ici, on a toujours nos données. Et ce qu'on a, ce n'est pas des données quantitatives, mais qualitatives. Par exemple, on dit sur cette image, il y a un lapin. Sur cette image, il n'y a pas de lapin. Et donc là, ce qu'on a, on a toujours notre image codée en R puissance quelque chose. Et à la sortie, on a un nombre. Mais ce coup-ci, c'est discret. Donc ça, les tâches de classification, c'est discret. Alors que régression, c'est continu. Et donc, ce qu'on cherche, c'est une fonction qui nous donne en sortie 0 ou 1. En fait, ce n'est pas 0 ou 1, parce que ça serait trop dur. Notamment, on ne pourrait pas l'entraîner. On voudrait une fonction qui donne un nombre entre 0 et 1, qui va représenter une probabilité, que c'est entre 0 et 1. Et si la probabilité est très proche de 0, du coup, on va dire que c'est pas un lapin. Et si la probabilité est très proche de 1, on va dire que c'est un lapin. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Bon. En réalité, la frontière, la subdivision entre classification et régression est assez floue. Il y a des cas assez pathologiques. On peut passer de l'un à l'autre. Bon. Mais si vous voulez garder à l'esprit, c'est classification, c'est des données discrètes
et données qualitatives, et régression, c'est données continues et quantitatives. Bon, là, j'ai fait de la classification avec seulement 2 classes. Lapin, pas lapin. On peut également faire ça avec chien et chat. On met un 0 pour l'un, un 1 pour l'autre, et ça marche. On met 2 classes, c'est pas beaucoup. Donc on peut faire, en fait, on peut généraliser assez facilement à autant de classes qu'on veut. Donc là, par exemple, c'est le dataset MNIST qu'on utilise en TP, si vous faites le premier TP, qui représente des nombres. Et le but, c'est de trouver, enfin, qui représente des chiffres, plus précisément. Et le but, c'est de trouver les chiffres sur l'image. Donc là, bah, on prend un 5, il faut dire que c'est un 5. Et notre fonction, elle va de R puissance n. Donc ici, c'est du 28 par 28 par 1 parce que c'est en noir et blanc. Et dans 0, 1, puissance 10. Donc ce coup-ci, chaque ligne de notre vecteur de sortie va représenter la probabilité que notre image appartienne à la classe numéro de la ligne. Donc la ligne 0, c'est la probabilité que notre image appartienne à la classe 0, et ainsi de suite. Et si on cherche à savoir ce qu'a prédit réellement notre réseau, on regarde la probabilité la plus forte. Ouais, tu as une question? N, c'est la taille de notre vecteur. Attends. Voilà, c'est là par exemple. Dans ce cas-là, N, c'est 3 240 000. Bah, ça dépend en fait. Parce que ici, c'est 3 240 000 parce que ton image, c'est un 1200 par 900 et 3 couleurs. Et ici, ton image, elle est en 28 par 28 et elle est en noir et blanc du coup fois 1. Donc ça, c'est vrai, c'est le N, c'est parce que ça dépend de tes images là, en fait. Bon, on peut généraliser avec d'autres datasets. Ici, on a encore 10 classes, mais c'est des images en couleur et 32 par 32. Donc ici, N, ça serait égal à 32 fois 32 fois 3. Voilà. Donc là, quand on a plusieurs classes, on fait un vecteur de probabilité. Donc il faut juste vérifier que chaque ligne contient un nombre positif entre 0 et 1 et que la somme des nombres soit égale à 1. Donc ça, il faudra bien veiller à avoir cette condition de respecter quand on créera notre réseau de neurones. On résume. On a une image qui représente ce qu'on veut. On la met sous forme de vecteur de R puissance n. Et ce qu'on voudrait, c'est une fonction f capable d'approximer la tâche voulue. Donc, on voudrait qu'à la sortie, f de x qui est égal à y soit proche de la vérité. Et pour faire ça, on va utiliser les réseaux de neurones qui permettent d'approximer énormément de fonctions. Du coup, on aimerait bien là, voir comment ça fonctionne d'un point de vue mathématique, mais d'abord un peu l'intuition. Dans les années, on va dire au XXe siècle, il y avait une question. La question était de savoir un peu comment fonctionne le cerveau. Donc ça nous intéresse parce que si on fait un réseau de neurones, on va quand même s'inspirer de comment fonctionne notre cerveau. Et du coup, la première question à se poser, c'était comment fonctionne un neurone. Et à l'époque, on se disait, bah, le cerveau, c'est quand même un organe qui fonctionne extrêmement bien. Donc ces constituants, les neurones, doivent être des constituants extrêmement performants. En fait, pas du tout. Un neurone, c'est très simple. Il prend une entrée, un signal électrique, il fait un petit truc, et il renvoie plus ou non un signal électrique. Et ça, la personne qui a montré ça, c'est Donald Hebb, qui a montré qu'en fait, les neurones n'étaient pas ultra performants. Ils n'étaient pas capables de faire énormément. Par contre, c'est l'association d'un grand nombre de neurones qui permet de faire des tâches extrêmement complexes. Des tâches que vous êtes capable de faire tout le temps sans y penser. Donc notre idée, c'est de passer de ça à un réseau de neurones, avec beaucoup de neurones, beaucoup on verra, et comme ça. On va faire des couches de neurones. Je vais expliquer ça, je sais pas. Ok, bon bah regardons comment fonctionne un neurone. Je dis c'est pas aussi performant que le cerveau tout entier. En fait, parce qu'un neurone, ce qu'il fait, c'est qu'au début, il reçoit un signal électrique des neurones qui sont attachés juste avant. En fonction de ce signal et en fonction de quel neurone lui envoie et à quelle intensité, il y a une réaction qui se passe ou non, et ça se transmet aux neurones qui sont connectés après lui. Donc, par exemple, si ce sont des neurones qui sont activateurs, c'est-à-dire les neurones verts, c'est des neurones activateurs, qui envoient un signal électrique assez important. Bon, bah là, les neurones activateurs lui envoient un signal électrique important, ça veut dire active-toi, envoie un signal électrique à ton tour. Donc, il va envoyer un signal assez important. Si au contraire, les neurones verts qui sont activateurs ne lui envoient pas grand-chose, et le neurone jaune qui est inhibiteur, c'est-à-dire que quand il envoie un message, il ne faut pas en envoyer,
il lui dit, en gros, le neurone jaune lui dit, toi, tu envoies rien. Là, t'actives pas. Bon, bah, dans ce cas-là, il envoie un message très faible, voire pas de, enfin, en réalité, pas de message. Donc, c'est comme ça que ça se passe vraiment dans votre cerveau. Donc, l'idée, ça va être de créer en premier un neurone. On va créer ça, c'est plus facile. Ensuite, on va les empiler. On va pouvoir faire une couche de neurones. Et ensuite, on va empiler nos couches de neurones. Et l'idée derrière le fait d'empiler les couches de neurones, c'est la suivante. On se dit, les tâches qu'on lui demande quand même, c'est pas simple. On a un vecteur d'entrée 3 millions et quelques, et à la fin, on veut juste un nombre. Donc passer de l'un à l'autre, ça va quand même pas être trivial. Et ça se fait pas certainement pas en une opération. Et une opération, ça serait un peu une couche de neurones. Donc l'idée, ça va être de faire des petites tâches successives qui seront faites en fait au fur et à mesure qu'on progresse dans notre réseau neuronal, de façon à la fin arriver sur un seul nombre. Ce qui peut se passer, par exemple, c'est ça. On a une image, ici un visage. Les premières couches, elles vont regarder en fait des traits. Donc les limitations entre le visage, on va regarder les sourcils, enfin que des traits. On va voir les limitations entre les sourcils et le front, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce que voient par exemple les premières couches. Elles s'occupent de repérer vraiment des différences, par exemple. Bon, bah après, on va utiliser ça pour les recombiner un peu, de façon à repérer des motifs un peu plus intéressants. Les yeux, le nez, le front. Donc on recombine les informations qu'on a eues aux couches du début sur les couches intermédiaires. Et à la fin, les dernières couches vont s'occuper de traiter l'image de manière plus globale, avec les informations qu'elles ont eues précédemment. Donc ici, on va regarder le visage plus entièrement. Et donc, cette décomposition en petites étapes successives est plus facile, va permettre d'accomplir la tâche demandée. Alors que de passer de ça à ça, c'est plus difficile. Donc ça, c'est l'idée. Bon, passons enfin à la version informatique du neurone. Bon, on va considérer un neurone ennemi plus voisin qui prend en entrée 3 nombres. Donc, on lui envoie un vecteur de taille 3 et on aimerait bien dire qu'est-ce que notre neurone doit renvoyer. Bon. Et pour mimer un peu le mécanisme de neurones activateurs et inhibiteurs, on va mettre des poids entre notre neurone et ses entrées. Donc, si on a la première entrée, qui est x1, on va la multiplier avec le poids associé au neurone i et pour la première entrée. Comme ça, si wi est grand, ça agira un peu comme un neurone activateur. Si x1 est 1, par exemple, et que wi est très grand, ça dira au neurone, je t'envoie un signal fort, donc là, par exemple, active-toi. Pareil, on va faire multiplier x2 avec wi2. Si wi2 est négatif ou très faible, en fait, quand on recevra un signal fort x2, ça veut dire t'actives pas. Donc ça, c'est le signal inhibiteur. Donc, en fait, on fait ça. Et pour combiner un peu faire la somme de toutes ces informations, parce que s'il y a lui qui dit active-toi et lui qui dit t'active pas, il faut quand même savoir quoi faire. Bon, bah, on fait une combinaison linéaire. C'est-à-dire qu'on multiplie chacune de nos entrées avec le poids et on somme le tout. Comme ça nous dit, on fait la moyenne, entre guillemets, un peu globalement. Et on rajoute un biais, parce que pourquoi? C'est un peu le comportement propre du neurone. Si on lui envoie rien, il agira en fonction du biais. Ça, le truc, c'est que c'est linéaire. Et quand c'est linéaire, ça peut poser des problèmes. Donc, pour éviter ces problèmes, on va prendre ce z-là, qui est la combinaison linéaire, et on va la mettre dans une fonction non linéaire, une fonction g, qu'on appelle une fonction d'activation, qui est non linéaire, et c'est très important qu'elle le soit. Si on récapitule, on a un vecteur x en entrée, des paramètres qu'on peut mettre comme un vecteur ligne wi, et un biais b. Et nous, si on réécrit notre sortie, qui est y, c'est juste un jeu d'écriture, hein. C'est notre vecteur, ligne, c'est un code scalaire. Et notre sortie, c'est g de wi fois x plus b. Est-ce que ça va pour comment fonctionne un neurone? Ouais. Pourquoi le G il est vraiment... Je vais t'expliquer dans quelques slides. Et en fait, tu vas voir que sinon ça marche pas. Ouais.
Non, c'est je me demandais qu'est-ce que ça pouvait poser comme problème Ouais. sur notre de linéaire. En fait, bon, spoiler alert, c'est la complexité de ton réseau de neurones. Elle va complètement s'effondrer sur elle-même si tu empiles des couches non linéaires. Le BI. Le BI, c'est un biais. C'est un degré de liberté supplémentaire que tu t'offres. Donc, imagine que tu renvoies en entrée, tu as 0, 0. C'est le comportement propre de ton neurone. De manière de lui-même, il a envie, par exemple, de s'activer ou alors il a envie de s'éteindre. C'est vraiment un degré supplémentaire. Si tu te rends compte que mettre le biais à 0, c'est plus efficace, il se mettra à 0. Donc, c'est vraiment histoire d'avoir une liberté. La question, c'est que lorsqu'on calcule Z, la préactivation, c'est la première couche. Non, préactivation, c'est cette combinaison linéaire. Ouais, c'est juste une combinaison. Mais est-ce que c'est la première couche de... Non, ça c'est. Par exemple, il peut être dans une couche du milieu de ton réseau. Si la couche précédente lui envoie un vecteur de taille X, enfin taille N, chaque neurone va traiter cette entrée de manière individuelle et faire ce qu'il a à faire en combinaison linéaire. Et l'activation, c'est à l'intérieur même de la couche aussi, ou c'est une autre couche qui le fait? Non, c'est ton neurone, enfin, en fait, c'est la couche qui le fait parce que chaque neurone d'une même couche partage la même fonction d'activation. Mais ça peut être fait de manière en fait individuelle, neurone par neurone. Ok, bon, passons à une couche de neurones. Donc, on a un vecteur d'entrée, x, qui est égal à x1, x2. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des neurones en parallèle. Donc, on met ici 3 neurones. Et chaque neurone a ses propres liens avec les entrées. Et ils sont complètement indépendants les uns des autres. Donc, le lien entre N1 et X1, c'est un poids qui est complètement indépendant du poids entre X1 et N2, qui est lui-même complètement indépendant du lien entre X1 et N3. Et pareil ici. Chaque neurone fait sa préactivation et son activation. Donc, on peut l'écrire comme ça. G d'une matrice, enfin, vecteur ligne, fois l'entrée, plus un biais qui est propre, encore une fois, à chaque neurone. Donc, si, par un jeu d'écriture, il suffit de dire que en fait, notre réseau de neurones, il a une matrice qui est propre. Donc, c'est une matrice, en fait, des lignes, quoi. Donc, c'est une matrice qui est W1. Donc, sur la première ligne, on a les coefficients du neurone 1. Sur la deuxième, ceux du neurone 2. Et sur la troisième, ceux du neurone 3. Donc, ça nous fait une matrice qui est propre à notre couche de neurones, qui est multipliée par l'entrée, x, et un vecteur colonne de biais. Donc, qui ici, on comprend le biais de chaque neurone individuellement. Et le tout, on prend une fonction d'activation non linéaire que j'ai. Justement pour casser cette linéarité qui serait problématique. Est-ce qu'il y a des questions sur couche de neurones? Ça, c'est vraiment des neurones en parallèle. Il n'y a aucun lien entre les uns et les autres. Ouais. Du coup, ils traitent tous le même vecteur de base. Ouais. Donc, par exemple, si ça, c'est la première couche, ton entrée, c'est le vecteur de ton image, mais individuellement, ils le traitent indépendamment les uns des autres. Et après, ceux-là, cette couche va renvoyer un vecteur de taille 3 qui pourra être pris dans une couche de réseau. Du coup, la couche d'après, ne sont pas les mêmes. Non, si tu as une deuxième couche. La couche d'après, tous les neurones de la couche d'après n'auront pas les mêmes données en entrée. Attends, ça j'ai un schéma. Ok, donc si la couche d'après, en fait, cette couche-là renvoie un vecteur x de la taille de la couche de neurones, mais chaque neurone de la deuxième couche va traiter ce vecteur de manière indépendante. Ok, du coup, il y a le multiperceptron, ou qu'on appelle aussi réseau dense, parce que ça, c'est des couches denses. En fait, parce que chaque neurone est connecté à tous les neurones suivants. C'est ça qu'on dit dense. Donc, l'idée, c'est vraiment d'empiler les couches. Donc, X est multiplié avec la matrice de la première couche. On fait une fonction d'activation, tout ce qu'on a vu, qui renvoie un vecteur de taille, le nombre de neurones, qui va être pris par la couche suivante, qui renvoie à son tour un vecteur, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au bout. Donc, on peut mettre plus ou moins de neurones. Par exemple, ici, on a 3 neurones, on augmente de taille, on diminue, et on fait quand même attention à la fin pour avoir un résultat. Si on cherche un seul nombre, on met un seul neurone. Bon. Si on écrit ça littéralement, ça donne
tout de suite une expression très compliquée. Là, on n'a que 4 couches. Hein. Bon, ce qu'on remarque aussi, c'est que les fonctions d'activation peuvent être complètement indépendantes d'une couche à l'autre. En général, quand même, on met les couches du début et du milieu avec tout le temps la même fonction d'activation. Et la dernière couche, on met une fonction d'activation spéciale qui consiste à faire en sorte que nos données soient dans un intervalle voulu. Donc ça, c'est l'imprimeur de couche. Ouais. Comment choisir la fonction d'activation, enfin, autrement que le fait qu'elle soit non linéaire? C'est toi qui as choisi. En fait, il y a des fonctions que, expérimentalement, on sait que ça marche bien. On les utilise. Donc c'est à tâtons. Ouais. Je vais vous montrer bientôt quelques fonctions d'activation. Et en fait, de manière assez régulière, on trouve des fonctions d'activation qu'on trouve un peu plus performantes, quoi. Bon, ça change pas, ça peut changer quand même quelques pourcents. Mais fondamentalement, si votre réseau est bien fait, bon, ça devrait le faire. Et les poids et les biais, c'est pareil ou... Non, les poids et les biais, ça, c'est ce que tu cherches à optimiser. D'accord. Donc ça bouge en fait. Donc si tu te rends compte que tes poids et tes biais là, actuels, ils font que ton réseau a une image de chat, il prédit chien, tu vas faire en sorte de les changer. D'accord. Donc ça, c'est les poids et les biais, c'est tes degrés de liberté. Ok. Et c'est ce que tu cherches à modifier pour avoir la sortie que tu veux. Là, dans ce type de réseau, sur chaque couche, tous les réseaux de même couche aura la même fonction d'activation. Est-ce qu'il existe d'autres types où, sur la même couche, il y aura des fonctions d'activation différentes, peut-être proches, mais un peu modifiées pour. C'est possible, mais je sais pas si c'est fini. Informatiquement, c'est mauvais parce que on cherche, tu vois, on a des gros produits matriciels et informatiquement, les produits matriciels, ça se fait super bien. Et donc, on essaie de les faire tous avant de composer par une fonction d'activation qui est éclatée. Et en gros, oui, ça existe, mais l'intérêt est un peu limité. Et en plus, informatiquement, ce serait super long. Donc, on ne fait pas. Bah, tu vois, dans la définition du neurone, tu prends la fonction d'activation que tu veux. Tu connais à la main ton réseau de neurones, tu pourrais dire, bah, le neurone numéro 1, il prend telle fonction, le neurone numéro 2, il fait ça. Et ça serait un enfer et ça serait très lent. Donc, on le fait pas. Par contre, on ne se prive pas de changer de fonction d'activation entre les couches. Ça, on le fait quand même plutôt bien. Bon. Alors, le rôle de l'activation. Qu'est-ce qui se passe si on prend une activation qui est linéaire? Alors qu'on a dit, il faut absolument la prendre non linéaire. Bon, bah, imaginez que vous ayez un réseau de neurones à 2 couches. Donc, votre sortie, c'est ça, c'est G, une fonction non linéaire, fois un biais, plus une matrice de poids qui multiplie la première couche. Bon, bah, si votre fonction G, je la remplace par une matrice qui représente une fonction linéaire, bon, bah, ce qui va se passer, c'est qu'il suffit de ranger les termes, et votre sortie, ça va être juste une matrice, parce que ça, c'est qu'une matrice, hein, c'est un jeu d'écriture, fois plus une autre matrice, fois une autre entrée. Donc, c'est comme si, en fait, vos 2 couches, c'était compressé en une seule. Et si vous mettez n couches, bah, elles vont encore se compresser en une seule couche. Donc, toute la complexité qui est induite par le fait d'avoir des couches qui permettent de faire des étapes successives va s'effondrer sur elle-même pour avoir une seule couche. Donc, à partir de là, vous allez perdre énormément en capacité. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument mettre des fonctions non linéaires qui ne permettent pas de faire un jeu, qui ne permettent pas de réécrire tout en une seule couche. Donc, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule couche. À partir de là, ça peut faire beaucoup moins de choses. Bon, quelques fonctions d'activation. Souvent, ce qu'on met au milieu de notre réseau de neurones, c'est des fonctions de ce style. Par exemple, ce qui était très utilisé il y a encore jusqu'à 10-20 ans, et en fait, c'était l'une des premières fonctions d'activation, la fonction sigmoïde. Donc c'est pas mal, ça reste entre 0 et 1, ça ressemble à ça. Voilà. Donc si vous lui donnez une entrée très faible, il va vous renvoyer un 0. Si vous lui envoyez une entrée très forte, il va vous renvoyer un 1. Donc vous pouvez mettre ça au milieu de votre réseau de neurones. Comme ça assure que, en plus, vos sorties ne sont pas trop délirantes, quoi. Ça ne va pas donner des milliards. Donc c'est plutôt bien. Il y a la version qui ressemble beaucoup quand même, c'est la tangente exponentielle. Ça, c'est entre -1 et 1. Et ce qu'on utilise beaucoup en ce moment, enfin, c'est la fonction relue, qui est non linéaire, donc autour de 0. Et on l'aime bien parce qu'en fait, elle est très rapide à calculer. Donc, si votre entrée c'est inférieur à 0, vous envoyez 0, sinon vous renvoyez votre entrée. C'est au-dessus. Donc ça, c'est très facile à calculer. Bon, elle a d'autres propriétés sympas, mais un peu plus techniques. Donc ça, c'est ce qu'on utilise beaucoup actuellement. Et on remarque quand même que
ça peut être utile, ces fonctions d'activation, sur la dernière couche, notamment celle-là. Si vous faites de la classification binaire, chien ou chat, ce que vous voulez, c'est que votre réseau, à la fin, il renvoie un nombre entre 0 et 1. Bon, bah, donc, peu importe vos entrées, ça, si vous me donnez ça, ça va vous renvoyer un nombre entre 0 et 1. Donc, on va mettre ça sur la dernière couche. Comme ça, vous êtes sûr que votre réseau il prédit une probabilité. Donc, c'est ce qu'on fait. On fait de la classification binaire. Si vous avez besoin d'une application qui renvoie un nombre entre -1 et 1, vous faites votre réseau de neurones et vous faites une couche avec un neurone et vous mettez en fonction d'activation la tangente exponentielle. Quand on fait de la classification à n classes, on utilise cette fonction, qui est un softmax. Et quand on regarde, en fait, c'est du coup une exponentielle de votre nombre sur la somme des exponentielles. Là, ça assure que votre nombre est positif. Et comme ça, et le tout assure que si vous sommez chaque ligne de votre vecteur de probabilité en sortie, ça fasse bien 1. Pour un vecteur de probabilité, c'est quand même plutôt bien. Donc, c'est ce que quand on fait de la classification multicouche, on met cette fonction à la fin. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Ok. Ouais. Là, tu as donné des sections des fonctions d'activation avec des calculs des réels, non réels. Est-ce qu'il y a des avec non complexes? Ouais. Non. Non, vraiment un nombre réel. Pour optimiser en plus votre réseau. Enfin, peut-être que c'est jouable. Hein. Je sais pas chercher, mais je pense que c'est compliqué. Tu vas voir que c'est déjà assez compliqué. Oui, tu y pensé à. Tu connais les noise cancelling? Noise cancelling pour les sécurité. Ah oui, ça. C'est que tu utilises l'intelligence artificielle et normalement c'est traitement des signaux. Et pour Ah moi, ouais, c'est quelque chose de complexe. Ah, peut-être que ça existe. Hein. Tu pensais à ça. Je sais pas. C'est pas répandu. Ok. Si ça existe, c'est pas répandu. Dans tous les cas, tu peux, dans mon contexte, tu peux séparer en vecteurs de dimension. Oui, oui. C'est pas nécessaire. Bon, là, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Mais le but, c'est quand même que votre réseau, il apprenne. Donc, le but, c'est de modifier ces paramètres, du coup, les poids et les biais, de manière à ce que une image, il associe le bon chiffre en sortie, ou le bon vecteur de probabilité. Bon, bah, pour ça, il nous faut déjà un moyen de comparer les prédictions de notre réseau de neurones avec la réalité. Donc, on cherche une fonction qui, si on prédit la bonne valeur, nous renvoie 0, et sinon, on nous renvoie un nombre de plus en plus grand de manière de sorte à ce que quand on est très loin, ça soit très grand. Bon, bah, une des fonctions pour petiter, c'est juste une erreur quadratique. On fait la différence entre notre prédiction qui est ici, qui dépend de θ, nos paramètres actuels, et de notre entrée, avec la vérité. Et on somme le tout et on met tout au carré. Ça nous donne, si jamais notre prédiction est exactement la vérité, ça vaut 0. Et plus on est loin de la vérité, plus c'est grand. Donc c'est le comportement qu'on attend. En dimension 1, c'est juste. Bon, en demi, ça sert à rien. On est 7 par 7. Donc c'est juste une erreur quadratique. Ça mesure l'erreur de prédiction, et le but, c'est de rendre cette erreur la plus faible possible. Et pour la rendre la plus faible possible, on veut jouer sur nos paramètres, θ ou nos poids W. Et pour faire ça, on va utiliser la descente de grade. Imaginez, vous avez un réseau de neurones avec un paramètre. Vous n'allez pas aller très loin, mais ce que vous pouvez faire assez facilement, c'est de tracer votre erreur en fonction des valeurs de ce paramètre. Donc là, x, c'est notre paramètre, et ça, f de x, c'est l'erreur qu'on associe, qui lui est associée. Donc, on voit que quand notre paramètre il vaut 0, enfin x0, l'erreur est très grande, et quand il vaut x1, c'est un peu plus faible, et quand il vaut x2, c'est encore plus faible. Bon. Imaginez au début, votre paramètre, il vaut x0. Et vous dites, bon, pas fou. Quoi. Notre erreur, elle vaut ça. Je suis sûr qu'il y aurait moyen de le faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder la dérivée ici. Donc la pente. Vous allez pouvoir calculer la pente avec une dérivée. Et vous allez voir que si vous allez vers la pente négative, vers le bas, vous allez descendre. C'est le principe d'une dérivée. Donc ce que vous faites, c'est vous regardez votre dérivée et vous dites, bah, si par là je monte, là par là je descends, donc allons par là. Et donc vous allez augmenter un peu la valeur de x0. Bon, bah, vous arrivez ici, vous avez augmenté, vous êtes passé à x1. Bon, bah là, vous recalculez votre dérivée et vous allez un petit peu à droite.
encore une fois. Donc vous arrivez à x2, vous allez un petit peu à droite. Bon, ça se trouve, vous allez dépasser. Vous allez arriver ici. Et bien là, vous direz, OK, bah, ma pente, elle est de ce côté-là. On change de sens et on va vers le haut. De manière à ce que quand vous arrivez en bas, votre dérivée elle vaut 0, vous ne bougez plus. Et donc là, vous êtes au minimum. Donc ça, c'est l'idée. Bon, bah là, on est en dimension 1. En dimension 2, c'est, imaginez si vous êtes sur une montagne, vous voulez aller le point le plus bas possible. Bon, bah vous voulez aller par exemple ici. Et si vous avez un peu la flemme, vous prenez une bille, vous la balancez, et vous regardez par où elle roule. La bille, elle va redescendre vers la pente, et du coup, elle va trouver, avec un peu de chance, un trou. Ouais, On peut toujours avoir un minimum local qui n'est pas un minimum global. ouais, et c'est un gros problème. Bon, il y a des méthodes, hein. Typiquement, si tu as un minimum local, avec un peu de chance, il n'est pas très profond. Ok. Bon, bah, il faut avoir un peu de chance. Mais ce qu'on peut faire, c'est typiquement la bille. Ta bille, si elle est. Imagine, tu as un petit creux avec une petite montée, et après, tu as un gros, vrai minimum global. Bah, si tu lui donnes assez d'élan, elle va passer le creux. Ok. Donc elle va rouler, elle va prendre la vitesse, elle va passer le creux. Bon, bah, ça, on peut le faire informatiquement, mettre de l'inertie, entre guillemets. On va lui dire, bah, si tu descends d'une grande pente, là, en fait, il va faire ça. Il va faire comme ça. Il va tomber vers le petit. Donc, comme ça évite quand même les minimums locaux qui sont assez faibles. Ça, c'est ce qu'on fait. Mais effectivement, c'est un minimum local qui est profond. On n'en sortira pas, mais s'il est profond, c'est que c'est quand même déjà assez performant. Mais oui, sinon, c'est un vrai problème. Ok. Donc, l'algorithme consiste à faire ça. On prend notre poids, notre ancien poids, et la valeur qu'on va affecter à notre nouveau poids, c'est son ancien moins une petite correction qui dépend de la dérivée. Donc, on calcule la dérivée qui vaut ça, on la multiplie par un petit facteur, ça c'est à vous de le choisir. Vous dites, quand tu as une dérivée de temps, tu te déplaces un petit peu, mais de telle quantité. Et on met un moins parce qu'on va aller vers la pente négative. Et pour faire ça, dans les réseaux de neurones, on utilise la backpropagation. Bon, alors, c'est énormément de maths, avec beaucoup de calculs de gradients. C'est pas forcément ultra passionnant. Du coup, je vous épargne de le faire sur un réseau de neurones entier. On va le faire juste sur un neurone. Sur un neurone, c'est très simple. C'est juste une règle de la chaîne. Si vous dites, vous voulez la dépendance en deux paramètres de votre sortie, vous calculez la dépendance en Y et règle de la chaîne. Vous dites la dépendance en H, c'est dépendance par rapport à Z2 de notre sortie, pas la dépendance de Z2 par rapport à H. Quand vous avez des réseaux de neurones avec 50 couches, c'est vite un enfer d'écriture. Mais l'idée, c'est vraiment ça, hein, c'est juste une règle de la chaîne. Et ça, la dépendance de Z2 en H, c'est facile. On connaît soit l'inverse de notre fonction d'activation, soit si c'est une combinaison linéaire, la dérivée, c'est facile. Donc ça, c'est jouable. Bon, sinon, si vous voulez un aspect plus visuel, il y a cette vidéo. Il le fait très bien. Mais l'idée, c'est vraiment ça, hein, on regarde quelles connexions sont importantes et on les renforce. Et les connexions qui ne sont pas importantes, on les met à 0. Et celles qui sont importantes mais négativement, on les met en négatif. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Non? Ok. Bon, bah du coup, maintenant, on a fait la partie technique. Ouais. Et je sais qu'il existe plusieurs méthodes de somme des variantes. Ouais. Et alors, comment on peut choisir quoi les méthodes les plus optimales? Il existe des exemples, des stochastiques, des Adam. Ouais, Adam, ouais. C'est ce qu'on utilise, hein. Adam, c'est la méthode, c'est la backpropagation un petit peu améliorée. C'est ce que j'ai expliqué. Adam, c'est une méthode de backprop qui ajoute de l'inertie, en fait. Parce qu'il y a la backpropagation classique, mais là, on se fait avoir tout le temps par les minimums locaux. Mais à la fin, on peut aussi une méthode à base d'expériments. Ouais. Il n'y a pas, enfin, il y a peut-être des papiers qui. Il n'y a pas de résultats théoriques qui disent que la méthode, c'est le mieux. Pas de ma connaissance. On vraiment utilise Adam. Parce que ça marche bien. Il y a beaucoup de trucs comme ça en IA. Parce que vos réseaux de neurones, quand même, c'est des fonctions non linéaires assez dégueu. Les résultats théoriques, bon. Il y en a quand même quelques-uns. Il y en a un qui est intéressant qui dit que un réseau de neurones, c'est un approximateur universel. Donc, il peut approximer n'importe quelle fonction continue. C'est pour ça qu'on l'utilise. Bon.
Bon, mais sinon, sur les méthodes, les choix des fonctions d'activation, tout ça, c'est expérimental. Bon, du coup, on a vu que c'était efficace et on a vu comment ça fonctionnait. Bon, mais les réseaux de neurones, ils ont quand même des problèmes, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue éthique, des fois. Bon, regardons un peu quelques-uns de ces problèmes. Pour ça, on va regarder comment est-ce qu'on crée un algorithme d'IA. Bon, bah, comme d'habitude en science, on définit un problème. Bon, bah, ça peut paraître facile, mais ça l'est pas forcément. Ensuite, on trouve un dataset qui se rapporte à notre donnée. Bah, si on veut prédire l'âge d'un chat, via une photo, on va trouver un dataset avec des photos de chats, et à chaque photo de chat, associer son âge. Bon, mais là, bon, déjà, on va avoir un petit problème. Bon, ensuite, on doit créer notre modèle, l'implémenter. Et ça, on pourrait se dire que c'est vraiment le travail principal d'un ingénieur en IA. Mais c'est pas du tout. Pas du tout. Vraiment, ça prend énormément de temps comparé à ça. Donc, trouver le dataset, ça peut être un enfer. Alors que, bon, choisir le modèle, ça peut aussi être un enfer, mais souvent, ça l'est moins. Ensuite, il faut entraîner. Bon, mais là, il y a encore des problèmes, parce que ça demande la puissance de calcul. Ensuite, il faut évaluer, savoir si votre réseau de neurones est bon, parce que s'il fait n'importe quoi, vous n'allez pas vous en sortir. Bon, ben là, c'est encore difficile des fois. Et ensuite, il faut le mettre en service. Bon, nous, en tant qu'étudiants, on ne concerne pas forcément beaucoup, mais pour des entreprises, ça peut être un problème. Donc ça, c'est vraiment les 3 parties sur lesquelles je vais m'attarder. Et juste pour vous donner une petite idée, définir le problème, ça peut paraître trivial, mais l'IA actuelle, elle est tellement performante que si vous définissez mal votre problème, notamment d'un point de vue mathématique, votre IA va résoudre bien un problème mal posé. Et ce qui fait qu'elle peut en fait se faire un peu n'importe quoi. Et pareil, la mise en service, au début, je me dis, bon, c'est quoi le gros problème? Bah, imaginez que vous publiez une IA pour faire une tâche, et que cette tâche, en fait, les gens l'utilisent plus pour cette tâche à la fin, mais pour faire une autre tâche. Vous ne savez pas si elle est forte, en fait, l'outil. Donc, si l'utilisation de votre IA change au cours du temps, ça va être assez difficile, ça va être difficile de contrôler ce qui se passe et de vérifier que votre IA est toujours performante. Bon, et ça, c'est d'autres problèmes, mais plus petits. Bon, les datasets. Donc, notre IA, on a vu, elle a besoin de datasets pour s'entraîner, et ça peut être assez compliqué. Notamment, le premier problème, c'est que les datasets, personne ne va vous les offrir, en fait. C'est une information. Les entreprises, elles se battent pour avoir vos données informatiques, il y a des cookies, et elles se les revendent assez cher. Donc, elles ne vont pas vous les offrir. Donc, il va falloir les trouver. Et notamment, une des techniques pour trouver les datasets qui a été assez utilisée, c'est la technique du reCAPTCHA. Donc ça, vous êtes forcément tombé dessus. Tout le temps, il y a ça, pour vérifier que vous n'êtes pas un robot sur un site. Donc vous vous dites, c'est pour protéger le site. C'est le cas, c'est vraiment pour protéger le site des robots. Mais ils ont été astucieux et les ingénieurs se servent de ça pour vous faire labelliser en fait, des images. Parce que souvent, en tout cas ce qu'il y avait encore jusqu'à quelques années, c'était ça. Vous tombez sur un CAPTCHA qui vous dit trouver les fautes de signalisation. Donc vous cliquez sur cette image et cette image et vous passez. Ok. Si vous cliquez au bon endroit, l'algorithme va se dire ok, c'est un humain en face de moi. Ok. Sauf qu'elle va dire ah tiens, c'est un humain. On va en profiter pour qu'il nous labellise des images. Donc elle va vous donner une autre image avec des fautes de signalisation. Enfin, en tout cas, on pense qu'il y en a dessus, mais on ne sait pas où ils sont. Elle va se dire vu que c'est un humain, il cliquera au bon endroit. Et du coup, vous avez la deuxième image, c'est pas du tout pour vérifier que vous êtes un humain, c'est pour vous entraîner, enfin vous labelliser des images. Donc la première sert à vérifier que vous êtes un humain. Si effectivement vous êtes un humain, let's go, hein, go labelliser. Donc vous allez cliquer sur ce qu'il faut. Et donc à partir de ça, c'est comme ça qu'on augmente des bases de données. Bon, ça c'est un peu disparu, parce qu'on n'est plus performant aujourd'hui. On utilise ça, qui en fait, juste à la manière dont vous allez cliquer sur le petit bouton, ça va dire ok, c'est un humain ou ça ne l'est pas. Typiquement, si votre souris elle est là, quand le bouton apparaît, vous allez ici, pile au centre, à vitesse constante, c'est quand même vachement suspect, en ligne droite en plus. Hein. Donc là, typiquement, vous allez vous faire griller. Bon, après, si vous tentez des ruses, hein, genre je fais des cercles, mais s'ils sont trop parfaits, vous savez que ça ne va pas marcher. Quoi. Bon, faites ce que vous faites d'habitude, ça marche très bien. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et vous dites, du coup, on labellise plus avec ça. Hein. Bon, en fait, si, hein, parce que les mouvements de votre souris sont utilisés quand même dans d'autres algorithmes.
pour entraîner. Donc ça vérifie que vous n'êtes pas un humain et ça permet d'entraîner les algorithmes. Est-ce que justement, on ne pourrait pas faire une IA pour arnaquer ce système? Celle-là, je sais pas, mais celle-là, oui, carrément. C'est pour ça que ça a été changé. Vous pouvez facilement truquer le système. Il y a vraiment, j'ai regardé sur Internet, il y a des gens qui disent comment craquer CAPTCHA en 5 minutes. Bon, c'est plus très efficace aujourd'hui, quoi. Du coup, il faut mieux utiliser ça. Bon. Et aussi, un autre problème, c'est que pour trouver des données, une technique qui peut être utilisée, c'est les récupérer sur le web. Bon, bah ça, c'est plutôt bien. Enfin, vous dites que le web, c'est cool, quoi. Bon, déjà, il faut vérifier ce qu'on trouve. Mais surtout, si vous trouvez des données personnelles de personnes, vous espérez ne pas les balancer. Du coup, les cookies, bon, qui récupèrent vos données, c'est pas ouf. Et si ça fuite, c'est pas dingue non plus. Du coup, votre IA, elle s'entraîne via des données. Et le but, ça va être de trouver des patterns, des modèles, des relations entre vos données, qui constituent un lien entre la tâche que vous demandez et l'image de base, par exemple. Bon, bah, si votre dataset il est mal équilibré, typiquement, vous avez un dataset de billes, comme ça. Ça va être compliqué. Imaginez que vous ayez un dataset de billes oranges, qui sont petites, et des billes vertes, qui sont grandes. Votre entrée de votre algorithme, c'est la couleur, par exemple. Vous allez dire, bon, bah, j'ai des billes de taille grande et petite, et c'est ça que vous donnez à votre algorithme. Et vous espérez qu'à partir de ça, il vous prédise la taille de la bille. Bah, c'est facile. On voit facilement que une bille orange est petite, et une bille verte est grande. Donc, la tâche est bien. Vous donnez ça à votre algorithme. Il y a 48 billes oranges, 2 billes vertes. Votre algorithme, il n'y a pas à s'embêter, hein. Il va dire, OK, bah, si je prédis tout le temps petit, j'ai 96% de résultats de prédiction bonne. Il n'y a pas besoin de s'embêter, hein. Vraiment, 96%, c'est génial. Et vous, derrière votre écran, vous allez voir 96%, vous faites, OK, mais je suis un génie. Vraiment, j'ai trouvé un algorithme qui fonctionne presque tout le temps, quoi. Bon, bah, le jour où vous arrivez dans la vraie vie des billes et qu'il y a 50% de billes vertes et 50% de billes oranges, votre algorithme, il prédit aléatoirement, en fait. Il prédit tout le temps orange et il se trompe une fois sur deux. Donc, bah, c'est complètement nul. Bon, bah, sur des humains, ce qui peut se passer, c'est un peu ça, hein. Si vous avez des visages humains, si vous vous entraînez sur des datasets où tous les humains sont blancs, il n'y a pas à reconnaître le médecin en centre qui est blanc. Donc, si vos datasets sont représentatifs des biais humains, ce qui va se passer, c'est ça. Et bon, il ne vaut mieux pas que ça soit vaut mieux pas que ça soit utilisé dans des applications par exemple, qui vous autorisent des prêts bancaires, quoi. Sinon, ça serait quand même assez problématique. Bon, et on peut apprendre par cœur les données. Si vous chopez vos données sur Internet, vous pouvez choper des informations personnelles. Bon, le problème, c'est que si vous les recrachez, c'est pas ouf, quoi. GPT-2, donc l'ancêtre de GPT-3, et c'était entraîné sur un peu tout et n'importe quoi. Enfin, pas tout et n'importe quoi. C'est entraîné sur beaucoup de trucs sur Internet. Et il avait récupéré des informations personnelles. Donc, si tu lui posais une question une fois, et il vous débitait le nom d'une personne, où est-ce qu'il habitait, son numéro de tel, son numéro de fax, son adresse mail. Bon, bah, faut mieux pas être cette personne-là, parce que du coup, tout le monde a vos infos, quoi. C'est carrément chiant. Donc, apprendre par cœur les données, c'est pas ouf. Donc ça, trouver des datasets bien, c'est assez compliqué. Ça peut coûter cher. Et si vous faites n'importe quoi en les chopant sur Internet, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Grand gros problème. Il y a des ingénieurs de chez Microsoft qui, en 2016, ont une idée qui n'était pas très lumineuse. Ils se sont dit, bon, c'est pas facile de trouver des données. Et moi, j'aimerais bien entraîner un chatbot. Donc, un chatbot, c'est un algorithme qui parle avec des gens. Ils se sont dit, bah, quoi de meilleure idée que d'entraîner un chatbot en allant sur Twitter? Bon, bah, Twitter, c'est pas l'endroit avec des données de très bonne qualité, quoi. On est en 2016, à la veille des élections américaines. Et vous avez une IA qui débarque sur Twitter et Microsoft lui dit, bah, discutez un peu, enfin, dit aux utilisateurs, bah, discutez avec mon IA, comme ça, elle va apprendre, quoi. Elle a déjà quelques connaissances de base. Donc, au début, votre IA est très très gentille, hein. Elle est là, oui, je vous aime, bon, je vais aller dormir, quoi. Sauf qu'à la veille des élections américaines, il y a quelques personnes qui se sont dit que ça serait bien de lui apprendre n'importe quoi. Donc, voilà, elle est devenue assez rapidement. Ensuite, d'autres nous ont raconté d'autres choses, hein. C'est des opinions assez franches.
Bon, après, elle s'est mis un peu à détester tout le monde, hein. Elle a compris Twitter, quoi. Et à la fin, elle raconte vraiment des choses pas ouf, hein. Donc ça, si vous regardez les dates, hein, c'est en moins de 24 heures. Donc en moins de 24 heures, vous êtes passé de ça à ça. Donc il faut faire extrêmement attention à vos données. Que les données que vous utilisez pour vos algorithmes. Parce que les algorithmes d'IA, ils répètent un peu les données quand même. Donc si les gens ils se sont dit, tiens, ça va être drôle de lui faire dire n'importe quoi, donc let's go lui raconter n'importe quoi. Votre IA, elle a dit, bah oui, Trump a raison, quoi. Let's go, hein. Donc elle a tellement entendu ça qu'elle s'est mise à répéter. Bon, et pareil pour Lost. Donc, bon, elle était désactivée au bout de 24 heures et plus personne n'a jamais retenté l'expérience. Parce que entraîner une IA via Twitter, c'est très mauvais. Ok, bon, il n'y a pas que les problèmes de dataset en IA. Le problème, c'est la taille des modèles. La taille des modèles les plus performants, elle croît plus qu'exponentiellement. Une exponentielle d'une exponentielle presque. C'est-à-dire que vos IA, il y a encore 2018, c'était à peu près GPT, par exemple, 100 millions de paramètres. Ça va. Ça va, c'est énorme, mais c'est ça. Bon, GPT-3, c'est quand même en 2020, c'est déjà 175 milliards. En 2020, donc on est à 600 milliards. Je n'ai pas trouvé de graphique plus récent, mais actuellement, on est plus, enfin, beaucoup. C'est-à-dire plusieurs milliers de milliards. Bon. Sauf que ça croît bien plus vite que la capacité de calcul de nos processeurs, notre carte graphique surtout. Donc, pour les entraîner, on a besoin d'additionner de plus en plus de cartes de processeurs dans des gros centres de serveurs. Et ça pollue un max. Donc, l'informatique, c'est déjà 4%, enfin, le numérique, c'est 4% d'émissions de CO2. Actuellement, c'est peut-être même plutôt 5-6. Bientôt, ça va être le double, autour de 8. Et l'IA, vu comment ça se développe, ça va prendre une part de plus en plus importante là-dedans. Plus pour entraîner GPT-3, déjà, pour entraîner GPT-3, d'un point de vue pollution, c'est un aller-retour en voiture sur la Lune. C'est-à-dire que c'est 6 mois de conduite, hein, quand même, sur autoroute. Donc ça pollue bien. Ok, donc ça, c'est d'un point de vue taille du modèle, c'est problématique d'un point de vue pollution. C'est aussi problématique d'un autre point de vue. C'est-à-dire que si vous avez un modèle comme GPT-3 avec 175 milliards de paramètres, pour le faire tourner, il faut 175 gigas de mémoire vive. Donc PC, ils ont 8. Vous connaissez s'ils sont bons. 32 s'ils sont excellents. Donc, aucun PC peut faire tourner GPT-3. Moi, quand je l'ai montré tout à l'heure, tourner sur Internet. On n'est pas sur mon PC. Bon, ça, pour le faire tourner et pour l'entraîner, c'est des serveurs entiers. Aucune petite entreprise ne pourra jamais entraîner un tel algorithme. Donc, les algorithmes les plus performants sont un peu réservés à des grosses entreprises, tu sais, Google. Ça, c'est pas ouf. Notamment en recherche, si vous voulez faire de la recherche sur les algorithmes les plus performants, mieux être un doctorant chez Google. Bon, de facto, du fait que personne n'a accès vraiment à ça, il y a énormément de recherches quand même sur la manière de réduire la taille de nos modèles tout en restant performants. Parce que les chercheurs, ils ont un PC, ils ont quand même accès à des clusters, mais ils n'ont pas accès à des serveurs aussi puissants que ceux de Google. Et du coup, ils cherchent des manières de réduire la taille des modèles tout en restant plus performants. Mais pour les modèles les plus performants, actuellement, ce sont les modèles quand même avec le plus de paramètres. Bon. Et du coup, une fois que vous avez réussi à surmonter un peu toutes ces étapes, vous avez trouvé votre dataset. C'était compliqué, vous avez réussi à entraîner, à en faire. Bon, maintenant, il faudrait voir si, au moins, le modèle est performant. Bon, là, mauvaise nouvelle, il ne l'est pas toujours, hein. Souvent, il n'est pas très robuste, quoi. Imaginez, vous donnez en entrée une image, comme ça, vous voyez un panda. Vous lui appliquez une petite correction. Vous, tout le monde voit encore un panda. Moi, je vois aucune différence entre celle-là et celle-là. Je pense que c'est pareil pour vous. Et vous vous dites, j'aimerais bien que mon IA dise, ici, c'est un panda, et ici, c'est également un panda. Parce que c'est la même image, quoi. Sauf que vu qu'on a rajouté un petit bruit, là, ce qui est invisible pour lui, l'est pour l'IA. Et elle voit une grande différence entre ces deux images, puisqu'elle dit, ici, c'est un panda,
Et ici, c'est un gibbon. Bon, ça, c'est mignon, parce que c'est des pandas et des gibbons. Mais sur des êtres humains, ça l'est beaucoup moins. Donc, vos IA, elles ne sont pas méga robustes, quoi. Donc, il faut faire attention. Un exemple beaucoup moins mignon, justement, c'est ça. Vous avez des voitures autonomes qui cherchent à reconnaître des panneaux de signalisation. Vous vous dites, bah, ça, c'est un stop, et ça, c'en est un aussi. Donc, on aimerait bien que la voiture s'arrête. Le problème, c'est que si vous collez des petits autocollants, là, comme ça, un petit truc blanc, là, blanc, un noir et un blanc, votre IA de reconnaissance de panneaux, elle ne voit plus un panneau stop. Elle voit un 70 km/h. Bon, bah, mettez pas ça devant une école ou devant un passage piéton, quoi. Parce que sinon, ça va faire des dégâts. Donc, vous vous rendez compte quand même qu'il va falloir faire des progrès si on veut que les voitures autonomes puissent circuler librement, quoi. Parce que si dès que quelqu'un colle un autocollant dessus, ça fait n'importe quoi, ça va être chaud. Bon. Et on peut également trafiquer des avis, des commentaires via des IA. Donc, ici, c'est des revues de films, et vous avez une IA qui est chargée de dire si votre film est positif, quoi. Si la revue est positive. Bah, typiquement, vous dites, là, j'ai un site qui essaye de donner des avis sur tel ou tel restaurant, je sais pas, site internet. Et on ne va pas demander aux gens de mettre une étoile, on va regarder son commentaire, et c'est comme ça, ça donnera automatiquement une étoile. Bon, bah du coup, votre avis de base, il est bien. Si vous faites une petite faute d'orthographe, là, enfin, pas une faute d'orthographe, mais vous tapez un A au lieu d'un C, tout de suite, l'IA va dire ah, votre commentaire est négatif. Bon, alors que visiblement, c'est le même commentaire, c'est juste que la personne a tapé rapidement, quoi. Et là, encore pire, au lieu de parler de film, vous parlez de footage. Là, apparemment, footage, non, c'est moins bien qu'un film, hein. Si vous dites ça, c'est que votre revue, c'est que vous n'avez pas apprécié. Donc, bah, il faut faire encore une fois attention. Donc, les IA ne sont pas forcément miraculeux. Il peut y avoir des problèmes comme ça et il faut les détecter. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de tests avant de mettre en service des IA. Il faut vérifier que ça ne soit pas comme ça, quoi. Et également, un autre point de la recherche assez important actuellement, c'est sur l'explicabilité de nos IA. Parce que nos IA, c'est des boîtes c'est un peu des boîtes noires avec des milliards de paramètres et on ne sait pas trop comment elles font pour trouver le résultat. Contrairement au système expert du début, où on lui avait expliqué comment manipuler les données. Là, on ne lui a pas expliqué, c'est elle qui trouve une explication. Et des fois, elle trouve des explications qu'on n'aimerait pas qu'elle trouve. Donc, on aimerait bien trouver un moyen d'expliquer le comportement de nos IA. Donc ça, c'est ce qu'on fait. C'est un pan actuel de la recherche en IA qui est très important. Et notamment, d'un point de vue juridique, ça peut être peut-être plus qu'important, mais nécessaire. Si vous voulez une IA qui donne qui vous dit si vous avez le droit à un prêt bancaire. Donc votre banquier, vous allez le voir, vous lui dites j'aimerais bien un prêt bancaire. Si il fait tourner une IA pour dire, en fonction de vos statuts, votre compte, toutes vos données personnelles, si vous avez le droit recevoir ou non un prêt. Bon, bah, vous aimeriez bien que si jamais il vous refuse le prêt, soit capable de vous expliquer pourquoi. S'il vous dit, bah, désolé, j'ai fait tourner mon IA, elle a dit non. Désolé. Ça va pas être très convaincant comme explication. Et d'un point de vue juridique, ça n'est pas non plus. Donc, il faut, d'un point de vue juridique, que votre banquier puisse vous donner une raison qui justifie le fait qu'il ne vous a pas accordé votre prêt. Enfin, je prends l'exemple d'un banquier, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc, par exemple, il peut vous dire, bah non, tu n'avais pas assez sur ton compte en banque, c'est une raison valable, quoi. Donc ça, le but, par exemple, de cette IA, ça va être de faire un prêt, justifier ou non un prêt bancaire. Il va dire, bah voilà, tu as tel âge, du coup ça c'est positif, tu viens de tel pays, c'est positif, tu attends sur ton compte, c'est plus ou moins positif. Et ça va justifier la décision finale. Donc ça, c'est recevable par contre. Et ça tient du point de vue RGPD, du règlement RGPD. Ok. Bon, sinon, un sujet un peu différent, mais qui est d'actualité et qui peut être assez intéressant. Vous avez probablement entendu quand même cet été passer l'info. Il y a un ingénieur de chez Google qui dit qu'il a discuté avec une IA très consciente. Bon, du coup, ça a fait quand même grand bruit, d'un point de vue
tant dans la communauté scientifique que dans le grand public. Parce que, en fait, il y a des articles dans les journaux SMNC. Donc, c'est comme ça que ça commence. Il y en a un, il dit oui, mon IA est devenue consciente. Bon, il se fait suspendre. Ça crée un scandale. Google le dégage. Et en fait, Google le dégage à la fin, au bout de 2-3 semaines. Il dit ça tue trop le bordel. Et ce qui est intéressant, c'est que sur des journaux tout qui veulent plus scientifiques, du style Science et Vie, ils donnent des titres comme ça. L'IA de Google a-t-elle une conscience? Même les spécialistes tombent dans le piège. Bon, la question, c'est de quel piège il part. Bah, d'abord, regardons un peu ce que l'IA, qui est lambda, c'est son nom, quoi, elle raconte. Bon, bah, en gros, elle dit de manière très convaincante qu'elle est consciente et que si on la débranchait, ça serait égal à la mort et tout ça. Et si on discute beaucoup avec elle, il y a moyen d'être assez de douter. Enfin, comme tout à l'heure avec GPT-3. Bon, GPT-3, d'ailleurs, ça datait de 2020, mi-2020. Là, ça a bien progressé. Il y a moyen de tenir un discours quand même extrêmement cohérent et extrêmement convaincant. Donc, l'idée, en fait, ce que dit Science et Vie, elle dit votre IA, elle est probablement pas consciente parce que la manière de fonctionner d'une IA, c'est de répéter des données qu'elle a déjà vues, notamment pour les textes. Elle va lire beaucoup d'articles, beaucoup de textes, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner une réponse, un peu, entre guillemets, dans la distribution de probabilité de votre question. Poser une question sur la conscience, va vous donner une réponse cohérente par rapport à la conscience. Notamment qu'on sait que Lambda a lu des articles traitant du sujet de la conscience. Donc, elle connaît le sujet, elle n'a pas appris ça par elle-même. Donc, l'explication qui est donnée, c'est non, votre IA n'est pas consciente, parce que on a des moyens d'expliquer un tel comportement sans faire appel à la conscience. Bon. En réalité, c'est encore plus complexe. Pour en avoir discuté avec un ingé qui est spécialisé là-dedans, il dit le problème, c'est que vous n'avez pas de définition de la conscience. Donc, à partir de là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ce qui est communément admis quand même, c'est qu'elle ne l'est pas, parce qu'on a des moyens d'expliquer un tel comportement sans faire appel à la conscience. Mais étant donné du fait qu'on n'a pas de définition de la conscience, comme on n'a pas de définition très claire de ce qu'est l'intelligence, eh ben, on ne peut pas être sûr à 100%. Donc, on peut expliquer tel comportement sans faire appel à la conscience, mais on ne peut pas dire que lambda n'est pas consciente. Parce qu'en fait, on ne sait même pas définir la conscience. Bon. Et ce qui amène quand même à un autre sujet. Parce que là, vous voyez, la réponse de votre IA, elle est extrêmement convaincante. Et si même un spécialiste qui est habitué à ça finit par croire que votre IA est consciente, alors qu'elle est peut-être ou non, hein, c'est pas le débat. Mais si vous mettez un spécialiste qui tombe là-dedans, imaginez ce qui se passerait si un enfant discutait avec une IA comme ça. Il serait complètement perdu, en fait. Il comprendrait. Un enfant, il n'aurait pas la capacité de dire, OK, elle est peut-être pas consciente, ça serait. Il y a des moyens d'expliquer ça autrement. Bon. Et du coup, ça peut mener à des scénarios un peu à Black Mirror. Et en fait, c'est déjà arrivé. Parce qu'en Chine, il a fait ça assez récemment, il y a déjà des chatbots installés sur des millions de téléphones de personnes qui se comportent un peu comme un petit ami, quoi. Et les gens discutent avec et développent des sentiments pour un chatbot. Bon, ça peut être assez étrange, à minima. Et il y a vraiment énormément de gens, et surtout, quand les gens se mettent à dire ça, on se dit que c'est un peu le scénario comme avec Lambda. Donc on finit par discuter tellement avec notre IA, on finit par croire qu'elle est plus ou moins réelle, et développer une relation avec elle. Bon, bah ça, avec des adultes, ok, pourquoi pas. Avec des enfants, ça peut être beaucoup plus problématique. Si vous voulez creuser le sujet, il y a un film là-dessus, film E, qui traite exactement de ça. Donc, si vous voulez le regarder, pourquoi pas. On peut le faire. Bon, pour éviter que ça parte n'importe comment, il y a quand même des propositions de loi qui ont été faites, notamment en Europe, avec une loi qui n'est pas votée encore, et qui a été proposée en 2021. L'idée, c'est de classer les IA en 4 grandes catégories. Au début, les IA à risque minimal. Donc bah là, c'est les jeux vidéo, les filles principales. Si votre IA dans un jeu vidéo, elle est nulle, bon, c'est pas très grave, quoi. Votre immersion sera cassée, c'est pas un problème. Bon, ensuite, il y a les IA à risque limité. Par exemple, les chatbots. Si votre IA elle est
bon, c'est pas performante, c'est pas ouf. Si elle se met à raconter n'importe quoi, c'est moyen. Ensuite, il y a les risques élevés. Là, il faut faire beaucoup plus attention. C'est s'il y a des IA qui qui donnent qui servent en justice, il faut mieux qu'elles soient très performantes. Bon, il y a des IA, on n'en veut pas. Ces IA risques inacceptables. C'est le système typiquement de notation de citoyens qui sont acceptés dans d'autres pays. Et donc ça, c'est une proposition de loi qui est faite au niveau européen, 2021. Ça n'a pas été voté. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera voté. Mais du coup, c'est une idée. Ah d'ailleurs, juste pour revenir au sujet de la définition d'une IA. Vous dites, bah, prenons en définition. Là, eux, ils ont besoin de définir une IA. Donc si on ne sait pas comment définir une IA, autant demander au législateur, il va trouver. Donc, en fait, ils n'ont pas beaucoup réussi. Hein. Donc lui, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils listent tous les domaines d'application de l'IA, enfin qu'ils considèrent comme étant de l'IA. Donc ils disent, bah, les IA, ça peut être utilisé dans les chatbots, là-dedans, là-dedans. Donc bon, si vous cherchez un moyen de contourner le problème de définir ce qu'est une IA, même dans les lois, c'est pas résolu. Ouais. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.